bonsoir à tous, à toutes. Merci à Diane de m'avoir invité. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous là ce soir pour partager un moment de ma vie, hein, parce que c'est quand même une assez longue vie maintenant que j'ai passée dans le groupe ENL. Et j'ai envie de dire, je ne ressemble pas tellement à votre parcours, à tous encore, que je ne connais pas celui de chacun d'entre vous. En tout cas, je ne ressemble pas trop à ce parcours de Nour, ni à celui de Sheila, puisque j'ai pas été un entrepreneur moi-même qui a commencé avec rien et qui a construit des équipes, etc., etc. Ceci étant, ce que j'ai eu à faire n'est pas sans challenge, et je pense que les challenges que j'ai rencontrés ne sont pas sans rappeler les challenges que tout le monde rencontre lorsque on lance des entreprises. Juste pour vous donner un petit peu de background de moi-même, j'ai étudié l'expertise comptable en Angleterre, et puis je suis revenu à Maurice. J'ai travaillé un moment pour une boîte d'experts comptables, et puis je me suis joint à ENL, qui était en fait dirigé propriété majoritaire de ma famille, la famille Hospitalier Noël. Et je suis rentré avec eux, je donnais un coup de main à mon oncle et à mon père qui dirigeaient la compagnie. Et mon père est décédé assez jeune, donc j'ai eu à prendre un peu plus de responsabilité un peu plus tôt que je n'avais anticipé. Et donc ça a posé un peu des challenges d'avoir à donc produire au-delà de mes anticipations compétentes, disons, un peu plus tôt que prévu. Donc le groupe à l'époque était plutôt composé d'industries sucrières. On avait essayé quelques entreprises de zone franche, mais on n'avait pas beaucoup d'autres choses dans le groupe et il fallait quand même imaginer comment construire un groupe qui était plus diversifié dans le temps, un peu à l'image de Maurice et de ses problèmes à l'époque. Donc ça a été un peu la tâche que j'ai eue et on s'est dit qu'on allait essayer d'avancer avec les atouts que nous avions et de donc développer ce groupe qui est ENL aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, le gros de ma carrière est plutôt derrière moi que devant moi. Ces expériences que j'ai eues m'ont permis de retirer quelques enseignements, je crois. Non pas que je veux vous enseigner des choses, mais peut-être partager avec vous une ou deux de ces choses que je trouve importantes pour que vous soyez là dans 40 ans, dans 50 ans, ayant réussi. Okay, parce que je crois qu'il faut mesurer qu'est-ce que c'est que le succès, et je crois que le succès ne se chiffre pas nécessairement en matière de richesse pécuniaire, mais ça se mesure en matière de croissance personnelle. À quel point avez-vous pu grandir? Avons-nous pu grandir, s'enrichir et quelque part, quand on arrive en fin de parcours, on se retourne, on se dit, est-ce qu'on a fait des choses? Est-ce qu'on a appris des choses? Est-ce qu'on a grandi? Est-ce qu'on est content lorsqu'on regarde dans le rétroviseur de ne pas avoir fait du surplace et d'avoir osé? Donc je crois que c'est tout ça qu'il faut se poser comme question à l'âge auquel la majorité d'entre vous avez aujourd'hui. Alors peut-être vous raconter une ou deux petites anecdotes qui vont évoquer un peu les qualités et les faiblesses d'un CEO et aussi les challenges que nous rencontrons dans nos vies. Il faut savoir que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, aussi bien pour les voyages d'affaires personnels que pour accompagner les dirigeants politiques de Maurice. J'ai avec au moins 3 ou 4 différents premiers ministres visiter la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, tout ça en compagnie de premiers ministres différents de Maurice. Il y avait beaucoup de délégations comme ça qui se faisaient à l'époque et c'était très riche, donc ça faisait que les liens entre le secteur privé, les dirigeants de l'économie, les entreprises et les politiques se solidifiaient dans ces moments-là. Et je crois que c'est très important, quand on vit dans un petit pays comme Maurice, de prendre tout ça en compte et de travailler dans ce sens-là. Alors lors d'une de ces missions, qui était dirigée par un de nos premiers ministres de l'époque, il y avait un groupe de leaders de l'industrie dont je faisais partie, et on est allé au Mozambique. On est allé au Mozambique, et là, on a eu des rencontres, des conférences, des réunions, enfin, toutes ces choses que l'on a quand on se déplace dans ce genre d'environnement. Et il y avait au Mozambique
des sucreries qui avaient été abandonnées et qui avaient été un peu dilapidées pendant les guerres du Mozambique, parce qu'il y a d'abord eu la guerre de l'indépendance, et puis il y a eu les guerres intestines intra-mozambicains, qui avaient explosé un peu tout ce qui est resté comme outil industriel, et on nous avait informé qu'il y avait 2 sucreries qui étaient gérées à l'époque par des Anglais, et qui se trouvaient à 4 ou 5 heures d'avion de Marumeo, pas Marumeo, de Maputo, la capitale du Mozambique, où nous nous trouvions. Donc on s'est dit, on va sécher une journée de conférences et de réunions, etc. Et on va aller, quelques amis entrepreneurs et moi, visiter cet endroit, parce que ce sont des choses que l'on sait faire, puisqu'il y avait de la canne à sucre qui était plantée. Nos groupes savaient faire de la canne à sucre. C'était les gens qui étaient là représentaient presque un tiers de la superficie de la canne à sucre de Maurice. Donc on s'est dit, c'est l'opportunité. Il y a les politiciens qui sont là, on peut parler au président mozambicain, enfin il y a toutes sortes de conjonctures qui faisaient, on s'est dit, si on veut vraiment faire quelque chose de grand et de beau et de gros, c'est l'occasion. Donc on a pris un petit avion et on a atterri à un endroit qui s'appelle Marumeo, qui était l'endroit où se trouvaient les cannes. On a fait un peu le tour de la question. Je vous passe le fait qu'on a atterri dans un avion qui a rebondi en 10 fois, qu'on est revenu avec une chèvre dans l'avion et des choses comme ça. Enfin, je pourrais m'éterniser dessus pendant longtemps, mais toujours est-il qu'on a identifié des usines complètement explosées, et on s'est dit que ça allait être un challenge, mais que c'était possible de les réhabiliter. Donc on est revenu, on a constitué un syndicat d'investisseurs qui se composait de gros groupes mauriciens. On a été trouver des finances à Maurice, à l'étranger, etc. Et on a fait des montages. On a commencé à réhabiliter les champs, à réhabiliter l'usine. On avait un budget, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'était quand même colossal pour l'époque. Disons que notre objectif était 75 millions de dollars. Et après 2 ou 3 ans, on était déjà arrivé à 80. Et les cannes n'avaient pas été encore plantées comme il le fallait sur la superficie qu'il le fallait. L'usine ne tournait toujours pas. Et on avait quand même dépassé notre budget. Et on s'est dit, on va mettre encore un peu d'argent. Et on a dit, pas beaucoup d'argent. Allez, vous avez un peu, vous avez un peu, nous on a un peu, les banques ont un peu. On met encore 15 millions ou 20 millions de dollars. Au point où on en est, c'est pas beaucoup. Donc on était arrivé à 100 millions de dollars, voire plus, qui s'approchait du double de ce qu'on avait anticipé. Et on faisait des allers-retours, on avait des équipes là-bas. Et moi-même, j'ai dû aller 40 de fois ou 50 fois là-bas, toujours avec les scènes de petits avions, etc., etc. Et à un moment donné, on s'est dit, ça va pas. Et qu'est-ce qui va pas? On a constaté en fait qu'il y avait un problème de rendement de canne. Moi, je vous avoue que j'avais anticipé qu'on allait sauter sur des mines, parce qu'il y avait des mines qui avaient été plantées pendant les guerres. J'avais craint que des animaux divers et variés ne nous attaquent. La malaria était féroce là-bas, j'avais craint ça. J'avais craint que le gouvernement mette des taxes épouvantables, qu'il n'y ait pas de foreign currency. Et puis je me suis assis, je me suis dit, on peut être attaqué par les animaux, on a eu un peu de malaria, c'était pas méchant, le gouvernement n'a pas été trop méchant avec nous, mais qu'est-ce qui va pas? Et je me suis adressé à un de mes pères, lui qui était expert en canne, et je lui ai dit, écoute, je croyais qu'on savait planter des cannes. Et finalement, le problème, c'est que la méthode qu'on avait utilisée pour planter des cannes, qui était une méthode avec de l'irrigation de surface, pour ceux d'entre vous qui comprennent ce que je dis, c'est un peu technique, n'était pas la bonne parce que le sol n'était pas fait pour, on avait dépensé des fortunes. Après avoir utilisé les meilleurs conseillers possibles et imaginables de la région, mais ils nous avaient mal conseillé, on avait été dans une direction, on avait perdu beaucoup d'argent et on s'était dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et on a eu à décider de tout stopper et de prendre une casse qui était très importante. Donc, si on n'avait pas fait, au moment où je vous parle, okay, et ça fait à peu près une quinzaine d'années, voire probablement 20 ans, qu'on a stoppé, qu'on a vendu à un groupe français qui avait investi dans le monde entier, et il perd toujours de l'argent là-bas. Donc, il faut savoir, à un moment donné, moralité de l'histoire, il faut avoir le courage, il faut essayer, il faut ne pas avoir froid aux yeux, ça c'est indispensable si on veut entreprendre, mais il faut savoir s'arrêter quand on est allé trop loin, même si c'est au prix de sacrifice, d'humilité, de déception, et forcément tout ça, ce sont des questions qu'on se pose, mais le courage de s'arrêter, c'est important si on veut continuer. Donc ça c'est
un des épisodes que nous avons connus. Et puis, j'ai eu la chance aussi de pouvoir présider beaucoup des institutions de Maurice, la Chambre d'agriculture, la MSPA, le syndicat des sucres. J'ai été dans Business Mauritius, beaucoup d'interactions avec le gouvernement. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. La croissance de la zone franche à laquelle nous avons participé nous-mêmes a été une expérience fabuleuse et je crois fondamentale pour Maurice, mais beaucoup de Mauriciens et d'étrangers ont pris beaucoup de risques. Et là encore, on n'a pas tout gagné. On a gagné certains, on a perdu d'autres. Et une des petites histoires que nous avons, nous, c'est Plastinax, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui font Helios, les lunettes que vous pouvez acheter à Maurice, mais on fait aussi des lunettes que l'on vend à l'étranger pour des marques de luxe à l'étranger, etc. Et en fait, c'était une des premières entreprises de zone franche que nous avons faites en partenariat avec un groupe français qui, eux, connaissaient, qui savaient faire de la lunette en France. Et bon, les choses allaient plutôt bien avec eux, jusqu'au moment où, en fait, eux, ils ont connu de grandes difficultés en France et ils ont fait faillite. Et en même temps, ils n'ont plus pu apporter le soutien à Plastinax, qui permettait que Plastinax existe, puisque c'est eux qui avaient le marché, eux qui avaient le know-how, eux qui avaient la technicité. Okay, et on s'est dit, ben, il y a 150, 200, peut-être 300 emplois qui sont à stake. À l'époque, il y avait beaucoup de chômage à Maurice. On s'est dit, nous avons une responsabilité de maintenir une entreprise. Une entreprise, c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie, c'est un être vivant, avec des personnes qui travaillent. Et notre responsabilité, d'abord, était de faire que cet être vivant continue à vivre. Donc on s'est dit, ben, qu'importe les Français qui disparaissent, nous, on va continuer. Et j'ai été à mon conseil d'administration et je leur ai partagé mes convictions. J'ai dit, on peut faire quelque chose avec l'entreprise, il faut qu'on investisse un peu d'argent. On investit un peu d'argent. Et un an après, on avait perdu largement l'argent qu'on avait investi, parce que ça prend du temps pour trouver des nouveaux marchés, développer une technologie qu'on n'avait pas, parce que c'est les Français qui l'ont maîtrisée. Et je suis reparti à mon bol, je dis, il faut mettre 2 fois plus que ce qu'on a mis l'année dernière. On a commencé à me regarder avec des yeux un peu plus bizarres. Je leur ai dit, écoutez, moi j'y crois vraiment. Et on m'a dit, ok, mais est-ce que tu nous promets que c'est la dernière fois que tu nous demandes de l'argent? Je lui ai dit non. Je ne vous promets rien du tout. Ce que je vous promets, c'est que ce que je vous dis, c'est ce que je crois. Donc, mettons l'argent et on va gagner. Et un an après, on avait perdu l'argent que je leur avais demandé de remettre. Alors là, je me suis dit, bon, est-ce que tu es pas fou? Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu n'es pas en train de faire des bêtises? J'ai refait le point avec les équipes de Plastinax. Et on s'est dit, il faut remettre de l'argent. Donc, je suis reparti à mon bon. Je leur ai dit, il faut mettre 2 fois plus que les 2 fois plus qu'on a déjà mis. Et ils m'ont dit, ben, écoute, on t'aime bien, tu es sympa, etc. Tu fais bien ton boulot, il y a plein de choses que tu fais bien. Mais là, tu es en train de nous demander de faire des choses complètement démesurées. Est-ce que tu nous promets que c'est la dernière fois qu'on met de l'argent? Je lui dis, non, je ne vous promets rien. Par contre, je vous promets que je crois qu'il faut mettre de l'argent parce que je crois que cette entreprise peut gagner. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai été 10 fois au bol, mais j'ai eu encore 2 fois au bol, de la même manière parce qu'on avait encore perdu pas mal d'argent, jusqu'au moment où l'entreprise a commencé à gagner de l'argent. Et au moment où je vous parle, on a largement réussi à retrouver l'argent que nous avons perdu, mais nous sommes en train d'en gagner tous les ans, et bien plus que ce qu'on a investi, et c'est une entreprise qui marche très bien. Donc, c'est j'ai envie de dire un success story d'une des plus vieilles entreprises de zone franche où il y a eu des décisions bold qui ont été prises et il fallait avoir la foi, il fallait croire en soi, pas que je savais faire des lunettes, jusqu'à présent je ne sais pas comment on fait des lunettes d'ailleurs, mais croire qu'on a une équipe, croire qu'on a un modèle, ok, et dire non, je ne vais pas lâcher le morceau parce que je crois. Donc je pense que c'est vraiment un exemple de conviction de faire ce qu'on croit et ce qui est bon in fine. Et bon, les choses ont continué et nous sommes confrontés à la maturité du pays qui connaît une industrie sucrière déclinante. Je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années, avec beaucoup de terre, puisque notre groupe, le groupe ENL, est propriétaire de beaucoup de terre. Et on s'est dit, ben, la canne à sucre, ça ne rapporte plus d'argent. Okay, on va faire quoi avec le patrimoine foncier? On s'est dit, ben, on va le développer. Mais on ne va pas le vendre.
Okay? On ne voulait pas vendre notre patrimoine foncier. Ça aurait été assez facile d'avoir pas mal d'argent avec la quantité de terre qu'on avait, de récupérer de l'argent et d'être pépère avec l'argent. Nous, ça ne nous intéressait pas. Ce n'était pas notre culture et on s'est dit, on va avoir un plan de développement à long terme. Et on va faire quelque chose de beau. Chaque fois qu'on fera un développement immobilier, certes, on vendra un peu de terrain, mais avec des cahiers des charges pour construire des belles maisons, pour construire des choses bien, là où on fera des développements, qu'on le vende ou qu'on le garde. On a construit des centres commerciaux, vous les connaissez, on a construit des développements immobiliers, des maisons, des bureaux, etc. Et on a toujours eu ce guiding factor en tête, c'est le long terme. On voulait gagner de l'argent, on voulait faire du beau dans le long terme. Et pas juste mettre la main sur de l'argent demain, okay, pour après qu'il n'y en ait plus après-demain. Donc, je crois qu'on a plutôt réussi et on nous fait plutôt des compliments par rapport au développement immobilier que notre groupe a su faire, et c'est financièrement aussi un succès, parce que les terres que nous avons dans la région de Moka ont quintuplé de valeur dans le centre de Moka en l'espace de 10 ans, et ont été multipliées par 10 dans les derniers développements que nous faisons en le même espace de 10 ans. Si nous avions juste vendu des terres sans nécessairement tenir compte du reste de nos patrimoines fonciers, on aurait eu peut-être plus d'argent plus rapidement, mais on aurait eu bien moins d'argent à long terme. Donc je crois que le long terme et l'esthétique, la qualité, les valeurs ne sont pas en conflit nécessairement avec gagner de l'argent. Donc je crois qu'il faut avoir ces valeurs, y tenir, savoir comment on va faire dans le court terme, mais avoir des objectifs à long terme. Mais il ne faut pas oublier quand même que pour vivre le long terme, il faut vivre le court terme. Donc il faut avoir quand même des plans dans le court terme pour s'assurer que nos objectifs à long terme puissent être remplis, parce que je crois que c'est dans le long terme qu'on gagne de manière durable. Okay? Donc ça c'est un peu une troisième illustration de ce que nous avons fait. Et j'ai envie de vous dire, les leçons que ça m'a appris, tout ça, moi, c'est la patience, la résilience, l'humilité, parce qu'il faut savoir aller dire aux gens que vous avez invités à investir, désolé, on a perdu. Il faut savoir se regarder et dire, bon, c'est pas grave, on va continuer. Il faut aussi avoir la confiance en soi. Je crois que c'est essentiel de croire en soi. On a ce qu'on appelle une intuition. L'intuition, ce n'est pas quelque chose de mystique que seulement quelques yogis ou moines bouddhistes ou je ne sais pas qui moins a. Nous avons tous de l'intuition. Et cette intuition, elle n'est pas mystique. Elle est le fruit de notre expérience, nos enseignements, nos convictions, nos réflexes. Et l'intuition première, il ne faut jamais l'oublier. C'est, je crois, moi, fondamental de se dire, j'ai eu une intuition. Bon, je ne vais pas m'en tenir obstinément, mais c'est important, parce que je n'ai pas eu cette intuition pour rien. Donc, fiez-vous à votre intuition bien plus que comme si qu'elle était mystique. Même si vous êtes croyant, spirituel, etc., c'est bien, mais votre intuition n'a rien de mystique. Elle est tout simplement dérivée de vos expériences et croyez-en. Ok ? Et j'aurais aimé peut-être conclure, si on pouvait conclure, en citant Sir Winston Churchill, qui pour moi est un des plus grands hommes qui ait vécu avec ses valeurs, etc., qui disait ceci, success is not final, failure is not fatal, it is the ability to continue that matters. Donc, dans ces moments où vous vous sentez down parce que vous n'avez pas réussi ce que vous avez fait, okay, pensez que ce n'est pas la fin du monde. Vous allez rebondir, vous allez faire autre chose, ou le problème que vous connaissez aujourd'hui ne sera plus là demain, pourvu que vous ayez la ténacité pour le résoudre. Okay, et puis, de toute manière, si vous perdez, ce n'est pas grave. Il faut que vous vous réveillez et que vous soyez là demain pour faire autre chose ou pour continuer ce que vous avez fait. Et n'oubliez pas non plus que dans le succès, okay, il faut garder l'humilité de dire aujourd'hui j'ai gagné, demain je gagne encore, après-demain aussi, et je suis on top of the world. Top. Alors, amusez-vous bien parce qu'après-demain vous ne serez peut-être pas on top of the world. Donc, je ne vous dis pas de ne pas célébrer, je ne vous dis pas de ne pas
être malheureux lorsque les moments sont difficiles, ça fait partie de ce que nous sommes, mais, et je ne vous dis pas de ne pas faire la fête quand les choses vont bien, mais gardez en tête que ça va bien aujourd'hui, ça pourra aller moins bien demain, et il va falloir continuer même si vous êtes déçu demain. So, it is the success, the ability to carry on that matters. Et je crois que si vous rentrez chez vous avec cela, et que vous y réfléchissiez régulièrement, et que ça vous inspire, que ça vous porte de temps en temps, ben, ça vous aidera dans votre vie, aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà ce que je pouvais partager avec vous en le petit peu de temps que nous avons eu ensemble.